Nous sommes dimanche 2 septembre 2018. C'est toute l'équipe du dimanche qui est en place pour le 7 Info. C'est parti. L'essentiel de l'actualité de la semaine, le factuel, mais aussi le décryptage avec des invités sur ce plateau. Siaka Koulibaly, analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également, nous parlerons donc d'immobilier avec le directeur de publication du bimestriel OSA et Sako Immobilier. Et puis nous parlerons de la situation de l'affaire CNSS avec le porte-parole des candidats admis. Et nous tout de suite, nous partons pour parler donc de cette visite d'État du président du Faso en Chine. Avec la moisson qui s'annonce bonne, il y a eu des rencontres d'affaires, il y a eu des accords de financement, on parle de 6 accords avec près de 100 milliards de francs CFA déjà dans la poche en termes de signature d'accords justement, qui serviront à financer des secteurs comme l'agriculture, comme la santé, mais aussi les infrastructures. On parle notamment de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, dont les travaux sont déjà annoncés pour 2019. Écoutons le ministre, le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Bari, qui revient sur les détails de ces accords. Et dans cet accord cadre général, il inscrit les différents domaines dans lesquels la Chine populaire va intervenir au Burkina. Et déjà figure donc l'ensemble des dons qui vont être faits au cours de cette période de 3 ans. Disons, ça ne vaut pas exactement 3 ans, mais on peut dire ainsi. Et c'est ça qui fait un montant total de 1,2 milliard de yuan, ce qui donne 98 milliards et demi à peu près de francs CFA, et ce montant sous forme de dons va servir à la construction de l'hôpital de Bobo-Dioulasso, également à la rénovation de l'hôpital de Koudougou, mais aussi à l'équipement de l'hôpital de Tenganango et également à d'autres assistants dans le domaine donc sanitaire. Mais il y aura également d'autres interventions qui vont être sous forme donc de dons et qui sont contenues donc dans cet accord cadre général ou disons ce montant global. Maintenant, il faut savoir que derrière cet accord cadre général, on a signé 2 accords de dons, dont un qui porte sur 400 millions de yuan, ce qui donne environ un peu plus de 33 milliards de francs CFA. C'est comme une avance, une partie du montant des 98 milliards. Donc ce montant va servir donc à commencer déjà la réalisation des travaux dont je parle. Et puis il y a également un autre don de 1,5 million de yuan, ce qui fait donc quelques milliards, et cet argent va servir aux études de faisabilité pour la construction de l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Maintenant, à côté de ces différents accords, il y a un mémorandum sur l'agriculture, il y a également l'accord qui porte sur l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services entre la Chine et le Burkina Faso, avec application immédiate dès la signature. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de visa donc pour les détenteurs de ces passeports. Et puis le dernier accord est un accord économique, commercial, technique et d'investissement. Si vous voulez, ça c'est l'accord qui fixe le cadre, j'allais dire, dans lequel donc vont se dérouler donc notre coopération avec l'institution d'une commission conjointe. Et c'est cette commission conjointe qui va se réunir et examiner les différents projets d'investissement, notamment de la République populaire de Chine au Burkina. Siaka Koulibaly, on en parlait la semaine dernière, c'est une visite d'État aux enjeux énormes. Et voilà, économiquement, on sent que déjà il y a des retombées et ce n'est pas encore fini. Oui, c'était l'objectif de la mission du chef de l'État, accompagné de sa forte délégation en République populaire de Chine,
c'est-à-dire d'abord nouer les relations diplomatiques et ensuite avoir une mission de coopération dont les retombées sont en train d'être présentées ici par le ministre des Affaires étrangères. Et comme on l'a dit également, la Chine est certainement un partenaire de choix pour le Burkina Faso, étant entendu que c'est un pays qui dispose d'énormes ressources dont pourrait bénéficier le Burkina Faso, si tant est que nous arrivions à soumettre nos différentes préoccupations aux procédures chinoises. Et je vois que cela est en train d'être fait ici. Pour l'instant, les montants annoncés me paraissent assez minimes par rapport à ce qui était espéré dans l'imaginaire populaire, par rapport à la capacité réelle de la Chine. J'aurais imaginé 10 fois plus que ce qui a été annoncé ici, déjà à partir de cette mission-là, et en plus des mémorandums dont il a parlé, qui allaient donc ouvrir la voie à d'autres coopérations, d'autres commissions conjointes entre la Chine et le Burkina Faso. Dans notre contexte, l'autoroute Ouagadougou frontière la Côte d'Ivoire est extrêmement vitale, étant donné que nous avons des échanges avec la Côte d'Ivoire de l'ordre de 300 milliards par an. Donc il est extrêmement important que nous ayons ce corridor de communication avec ces pays-là. Donc je crois que c'est un des dossiers structurants prioritaires que le gouvernement devrait rapporter. Et si cela est bouclé comme il est annoncé ici, je pense que c'est une excellente chose. Et là, ça semble être quand même un bon coup pour une reprise, pour une entrée en matière. Déjà, on voit le président de Faso qui a été reçu par le président chinois, et avec derrière tous ces accords qui sont en train d'être signés. Il y a eu des rencontres d'affaires avec des groupes chinois. On peut dire que ça s'annonce quand même sur de bonnes auspices. Oui, on peut à partir de là imaginer que la Chine était prête en attendant donc que le Burkina Faso rejoigne son giron. C'est-à-dire parmi les pays qui coopèrent avec la Chine populaire, et il y en avait beaucoup déjà, mais le Burkina et quelques-uns étaient les seuls qui restaient sur le continent qui n'avaient pas encore ces relations-là. Donc, la Chine donc, avait donc préparé certainement ces terrains-là, avec certainement des enveloppes très importantes pour pouvoir répondre aux différents besoins immédiats que le Burkina Faso aurait posés, ce qui permet en 2 mois d'avoir déjà pu signer ces accords de financement-là et d'ouvrir les perspectives pour d'autres domaines comme l'agriculture et comme le commerce. Et là, on peut estimer que, à partir de là déjà, l'Eldorado promis par la Chine peut être en bonne voie. Surtout que la question des visas aussi est en train d'être résolue. Peut-être que cela va être étendu à une facilitation des autres visas également, par la suite, même s'il n'y a pas une exemption totale. Donc, cela veut dire que l'un dans l'autre, la Chine peut devenir le premier partenaire économique du Burkina Faso d'ici à très peu de temps. Et visiblement, on sent effectivement qu'il y a un intérêt pour la Chine. Le Burkina constitue un intérêt, visiblement. Oui. D'abord, pour le plan, disons, géopolitico-commercial, le Burkina Faso restait une tache sombre dans le tableau que la Chine dessinait en Afrique, même en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que c'était le seul pays qui restait encore inconquis par la République populaire de Chine. Du coup, ce n'est pas une mauvaise chose de venir en dernière position. Voilà, exactement. Cela permet d'avoir des préoccupations qui soient prises en compte immédiatement. Peut-être que les autres n'ont pas pu bénéficier de ces situations quand ils sont allés en coopération avec la Chine. Mais nous, comme nous étions très attendus déjà, cela fait que je pense que cela a accéléré un certain nombre de dossiers et que par la suite, la Chine fera tout pour maintenir le Burkina Faso dans son giron, de sorte à avoir une homogénéité des pays où il intervient en Afrique ou en Afrique de l'Ouest en particulier. Des milliards à engranger dans le cadre donc, de cette coopération, des accords, mais on se demande toujours, on s'interroge sur le retour, parce que c'est un partenariat après tout gagnant-gagnant. Oui. Les montants toute l'inquiétude. Les montants qui sont annoncés. Il y a des dons, il faut préciser. Par le ministre des Affaires étrangères ici, constituent la partie coopération entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Mais le plus important, ce sera les accords commerciaux qui vont être établis entre les deux pays, de sorte que les opérateurs économiques burkinabés
puissent disposer du marché chinois afin d'écouler des productions et aussi d'accéder à des biens et services du côté chinois qui vont servir également à l'économie nationale burkinabé. Donc c'est ce côté qui sera le plus important et à long terme ou à moyen terme, disons d'ici 1 an et demi, on verra que le chiffre global des échanges entre le Burkina Faso et la Chine va se déporter côté commercial plutôt que côté coopération. Parce que la coopération est dans des domaines assez limités et ils sont là à évoluer, mais ceux du commerce peuvent évoluer très rapidement et ça dépendra du dynamisme de notre économie, du dynamisme de nos entreprises qui ont un marché très ouvert devant eux avec cette nouvelle coopération chinoise. À partir du moment où définitivement tous les pays de l'espace CEDEAO coopèrent désormais avec la Chine, faut-il peut-être attendre ce géant sur le terrain de la sécurité, par exemple, notamment la lutte contre le terrorisme? La sécurité fait partie des domaines de souveraineté politique nationale des pays de l'Afrique de l'Ouest et tel qu'on peut analyser la coopération chinoise, l'avancée chinoise en Afrique, on a bien l'impression que la Chine s'abstient d'intervenir dans certains domaines qu'il considère comme étant de souveraineté nationale pure pour ne pas faire l'ingérence qui pourrait être reprochée aux autres partenaires que nous avons par le passé, les pays du bloc occidental, ainsi de suite. Donc jusque-là, on ne voit pas la main chinoise dans certains dossiers. Ils sont très présents en Afrique de l'Est, par exemple, mais dans cette zone de l'Afrique, vous savez, du terrorisme, avec les Shebabs en Somalie, les pirates dans la mer de l'océan Indien, mais on ne voit pas trop l'apport de la Chine dans ces domaines-là. Peut-être qu'elle le fait à travers l'appui budgétaire, s'il y en a, mais directement, on ne sent pas que la Chine s'intéresse à ces domaines-là. Et pour l'Afrique de l'Ouest, ce sera une première, mais surtout un coup de maître de réussir à impliquer la Chine dans les partenariats qui traitent de la sécurité, en particulier le G5 Sahel par exemple, qui on le voit a déjà du mal à vraiment démarrer, financement, qui a besoin d'un surplus de financement, mais aussi d'assistance technique. Peut-être que la Chine a des mécanismes de lutte contre le terrorisme que nous devions explorer pour voir est-ce que c'est peut-être pas beaucoup plus efficace que ce que nous avons eu jusqu'à présent. Et là, ça va être peut-être difficile la cohabitation avec la France. Pas forcément. Les pays à ce niveau sont mus par leurs intérêts. Donc là-dessus, les pays africains, notamment ceux du G5 Sahel, auront la capacité d'expliquer aux deux partenaires, Chine ou France, qu'il est important ici de mettre les efforts en commun, étant donné que la France n'arrive pas à couvrir la totalité des besoins du G5 Sahel. Je ne pense pas qu'elle fasse vraiment de difficultés à recevoir des partenaires supplémentaires. On a vu que les États-Unis étaient négociés, les pays arabes également sont négociés, donc je ne vois pas pourquoi la Chine ne pourrait pas rejoindre donc ces pays-là. En tout cas, une coopération qui s'ouvre et qui est très attendue, en tout cas du côté donc, du Burkina Faso. On parle notamment de sécurité, la sécurité justement où la semaine a été encore difficile pour le Burkina Faso avec cette nouvelle attaque qui a fait 7 morts du côté des éléments des forces de défense et de sécurité. Je vous propose de suivre l'inhumation. C'est sous une fine pluie qu'ils sont portés à leur dernière demeure. Et c'est auprès de leurs frères d'armes qu'ils reposent en paix ici au cimetière de Gouin. En l'espace de 2 semaines, c'est la 3e fois que les forces de défense et de sécurité font la même procession funèbre en ces lieux pour inhumer 14 de leurs frères d'armes tombés sous les balles assassines des terroristes. Quelques soucis techniques avec cet élément. Et on poursuit sur cette info pour parler de cette autre actualité de la semaine. Il s'agit de l'interpellation de Safiatou Lopez, leader de la société civile, interpellé donc cette semaine par des éléments donc de la sécurité. Il lui est reproché en tout cas un certain nombre de choses. Siaka Koulibaly, notamment on parle de tentative de déstabilisation. On a vu un collectif qui s'est très rapidement mis en place par rapport à cette question et qui demande d'ailleurs la libération donc, de Safiatou Lopez.
C'est là encore, après le cas Barry, Auguste Denise Barry, c'est un nouveau cas qui se présente. On parle de tentative effectivement de déstabilisation qui vient encore en rajouter à cette psychose, à ces multiples attaques qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui, effectivement, c'est une énième affaire donc de même type que le Burkina Faso connaît. Et là, il y a eu quand même une demi-surprise de voir Mme Safiatou Lopez-Zongo être interpellée de la manière dont elle l'a été. Et cela vient s'ajouter effectivement aux nombreux dossiers qui jalonnent donc la question sécuritaire au Burkina Faso, d'autant que ici, la charge qui a été annoncée par le parquet du procureur, c'est qu'elle était impliquée dans une tentative de déstabilisation avec objectif de libérer quelques détenus de la MACA, la maison d'arrêt de correction des armes. Bon. Donc, c'est ça la charge qui a été portée contre Mme Zongo. Et là, plusieurs questionnements se sont élevés à l'esprit donc de tout le monde, de savoir quels seraient vraiment les vrais éléments dont disposerait la justice en lançant cette interpellation. Là-dessus, les premiers éléments qui peuvent être mis en évidence, c'est la façon de l'arrêter, qui est une interpellation qui relèverait plutôt d'un assaut, comme on a pu le voir à Rayongo, où il y a eu des échanges de tirs. Le même dispositif à peu près était disposé également autour donc, du domicile de Mme Lopez-Zongo. Et l'interpellation a pu avoir lieu dans des conditions assez difficiles, c'est-à-dire il y a eu fracture de la porte et des fenêtres, afin donc d'arriver à l'interpeller. Par la suite, je crois, des perquisitions ont pu avoir lieu également. Mais ce qu'on a pu noter là-dessus, c'est d'abord la brutalité de l'arrestation, mais surtout l'absence de formulation de la charge dès l'interpellation. Donc, il a fallu attendre au moins 20 heures avant qu'on ne puisse entendre les vraies raisons pour lesquelles cette dame-là avait été interpellée. Et là-dessus, le collectif qui a été mis en place a porté donc son argumentaire sur ces aspects-là, la brutalité de l'arrestation, mais aussi la non-présentation des charges au moment de l'interpellation, comme l'a annoncé son avocat, en disant qu'elle n'a pas du tout été notifiée les charges qui pesaient contre elle, jusqu'à ce qu'elle ait passé déjà un certain nombre d'heures en détention. Jusqu'à présent, on pense que les éléments qui ont été portés à la connaissance du public à travers le communiqué du parquet ne permettent pas de se faire une idée précise de ce qui est réellement reproché. Donc, on entend par-ci, par-là que ce seraient d'autres personnes qui ont été arrêtées et qui, en dénonçant leurs complices, les ont conduits, même que l'équipe qui a fait l'interpellation ne savait pas que c'était le domicile de Mme Zongo, et que, en suivant celui qu'ils avaient arrêté, ils ont débouché donc sur cette maison-là. Donc, en fait, l'opinion attend un peu plus de clarification sur toute cette affaire-là. En tout cas, l'opinion attend d'être édifiée, on va le dire. Oui. Sur cette affaire, on en saura davantage sûrement dans les jours à venir. Oui. Merci, Siaka Koulibaly. Merci beaucoup. Dans le 7 Info. Merci. On poursuit ce 7 Info avec cette autre actualité, c'est notamment la grève des chauffeurs routiers. Semaine difficile pour les Burkinabés, pour les consommateurs. Pas d'essence à la pompe. Ce qui a fait monter la surenchère. Il y a eu beaucoup de difficultés. L'essence vendue parfois le litre à 2000, 2500 francs CFA. Finalement, il y a eu cette rencontre avec le Premier ministre Paul Kaba Thieba qui a permis donc de régler le problème. Le calme est revenu. Suivons ce reportage. Les membres de l'OTRAF, l'organisation des transporteurs routiers du Burkina, visiblement satisfaits de la décision issue des concertations avec le gouvernement. Les deux structures protagonistes à l'origine de la crise sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. L'autre mesure avec effet immédiat, c'est la levée du blocus imposé par les chauffeurs routiers aux différents corridors afin de permettre l'approvisionnement de la capitale en produits de première nécessité. Il s'agit là des principales décisions prises par le gouvernement suite à la rencontre avec les deux parties. La mise en œuvre de mesures immédiates
et appropriée pour le retour à l'approvisionnement régulier du pays sur l'ensemble des corridors. Les ministres concernés ont été instruits de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. L'UCRB, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, principal acteur du blocus, s'en remet à la décision du gouvernement. Les corridors seront dégagés, rassure le premier responsable de l'organisation, mais avant, il ira rendre compte à sa base, précise-t-il. C'est une obligation, on va leur remonter encore les messages pour dire que non, bon, la décision du ministre est là et il faut l'accepter. Voilà. Bon, moi, en tout cas, de mon point de vue, en tant que premier responsable, je pense que je vais faire le message et attendre maintenant le retour. L'OTRAF, quant à elle, réaffirme son engagement à travailler avec l'UCRB, sa structure sœur, s'excusant au passage pour le désagrément causé aux populations du fait de la crise. On se remet à la décision du gouvernement et nous allons travailler ensemble pour que les choses reprennent le plus tôt possible pour l'intérêt du Burkina Faso. Je présente toutes mes excuses à toute la population de la situation qui est arrivée à la population, mais c'était malgré moi. Hier, lundi 27 août, suite à une rencontre tripartite entre les deux structures et le ministre en charge des Transports, responsable de l'OTRAF et de l'UCRB, s'étaient engagés à taire leurs différends et à reprendre le travail dès ce mardi 28 août. Mais la situation est restée en l'état avec les camions toujours bloqués aux différents corridors. Finalement, le gouvernement a décidé de prendre les choses en main. Nous parlons à présent de cette conférence de presse de l'association des parents d'élèves de l'école Croix-Rouge. Là aussi, les parents sont dans l'inquiétude totale puisqu'ils devront chercher d'autres écoles pour leurs enfants avec la rentrée qui s'annonce. Véritable casse-tête. L'école, en tout cas, a été mise en location vente. Suivez. Une conférence de presse particulière mais dont l'objet revêt un intérêt pour ses organisateurs. Elle se tient dans la rue à côté de l'école de la Croix-Rouge 6 à Koulouba. Des membres de l'association des parents d'élèves sont interdits d'accès et pour cause, la mise en location-vente de l'établissement à une tierce personne et le licenciement du corps enseignant. À quelques semaines de la rentrée scolaire, les parents d'élèves sont inquiets. L'école vit une situation difficile avec cette décision prise subitement par la direction de la Croix-Rouge du Burkina Faso de mettre l'école en location-vente. Confère Sidoya du 7 août 2018 et de licencier l'ensemble des enseignants. C'est une décision qui crée d'énormes difficultés aux parents d'élèves et aux élèves. D'abord pour des raisons de temps. En effet, il est très difficile actuellement pour les parents de trouver une école adéquate pour leurs enfants au regard du peu de temps qui reste avant la rentrée. Ensuite, les enfants sont très attachés à leurs enseignants, toute chose qui pourrait les désorienter. Enfin, les responsables de la Croix-Rouge ont ignoré le but premier d'une école, qui est l'éducation des citoyens de demain et non se focaliser sur la réalisation d'énormes profits. En aucun moment de l'année, les différentes parties impliquées dans le fonctionnement de l'école n'ont été informées d'une quelconque difficulté de l'établissement. Ces difficultés, l'association des parents d'élèves croit savoir d'où elles proviennent. Elle doute de la sincérité des responsables de l'établissement quant aux raisons évoquées pour céder l'école à un particulier. Il faut souligner que les difficultés que traverse cette école ont surgi juste après le passage d'une mission de l'inspection du travail. Cette mission a mis en exergue de nombreux manquements au code du travail tels que la sous-rémunération des enseignants de cette école par rapport à leur grille salariale en vigueur. Les enseignants de cette école affirment que la direction de la Croix-Rouge leur attribue le passage de cette mission. En outre, lors de la première rencontre des parents d'élèves sur la situation, le représentant de la Croix-Rouge a soutenu que l'école ne bénéficie d'aucune subvention de l'État, ce qui reste à vérifier. D'autant que le directeur est un agent de l'administration publique. Autant d'incohérences qui laissent comme perplexes les parents d'élèves sur les motifs réels de cette décision. L'association des parents d'élèves de l'école de la Croix-Rouge de Koulouba soutient que les démarches entreprises auprès de ses responsables pour trouver une solution au problème sont restées vaines. Elle invite donc le ministère en charge de l'Éducation nationale à se pencher sur la question.
Deuxième invité de cette info, Basile Darga, il est directeur de publication du bimensuel burkinabé d'information immobilière OSA et Sako Immobilier. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes inspecteur des impôts, mais depuis quelque temps, vous avez, après une riche carrière dans l'administration, vous avez décidé donc d'apporter votre expertise donc à la population qui, Dieu seul sait, le besoin il est là, les problèmes de foncier sont aujourd'hui énormes pour les Burkinabés. Vous êtes consultant, expert foncier et domanial, et comme je l'ai dit, directeur de publication donc de ce bimestriel OSA et Sako Immobilier. Déjà sur le reportage que nous venons de suivre, on parle de location-vente d'une école. Merci beaucoup, Monsieur Guébré, de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce journal. Mais le sujet qui introduit notre entretien, c'est très bien parce que c'est un sujet d'intérêt général. J'ai suivi l'élément hier sur une chaîne de télévision et j'ai été interpellé. C'est vrai, on parle de location-vente et ce qui interpelle ici, c'est beaucoup plus la préoccupation des parents d'élèves qui, visiblement, ils ne savent pas où mettre la tête. Mais en l'espèce, c'est parce qu'ils ne connaissent pas aussi la réglementation sur certains sujets. Vous savez, les constructions d'écoles, elles sont réglementées. Et la réglementation va de l'acquisition du terrain jusqu'à la question pédagogique. Et justement, en termes d'aménagement, la législation burkinabé prend des précautions pour que l'équilibre social, l'équilibre d'équipement ne soit pas bouleversé justement par des ventes inopinées ou des changements de destination. Et justement, sur des cas de ce genre, la législation foncière burkinabé prévoit que lorsque un terrain doit être utilisé pour une école ou un établissement de santé, on inscrive un droit de préemption sur le titre qui sera délivré sur ce terrain au profit d'une personne morale de droit public. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes attributaire d'un terrain ou que vous l'avez eu par voie de cession, vous avez un titre foncier, la loi oblige les services publics à faire inscrire un droit qu'on appelle droit de préemption. Ce qui évite, lorsque vous voulez vendre le terrain, comme c'est le cas de la Croix-Rouge, de le faire dans n'importe quelle condition. Parce qu'à partir du moment où il y a eu inscription d'un droit de préemption, ça veut dire que vous avez l'obligation de déclarer votre intention de vendre ce bien auprès d'une autorité publique pendant une longue période. Et l'autorité publique a la faculté d'exercer son droit, c'est-à-dire dire ok, vous voulez vendre le terrain, moi je vais exercer mon droit de préemption en reprenant le terrain. Et ceci, ça permet de sauver justement des situations du genre que nous venons de voir. Donc, je ne connais pas très bien le dossier de la Croix-Rouge, mais a priori, voilà, on est dans ce cas de figure et je pense que les voies de droit existent, d'autant que la législation foncière prévoit ces genres de situations pour éviter le déséquilibre de l'équipement public. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est une riche expérience dans le domaine du foncier. Vous êtes consultant expert foncier domanial, vous êtes donc le directeur de publication de ce bimensuel OSA et Sako Immobilier. On peut dire que ça, c'est une nécessité. Quand on connaît les problèmes liés à l'immobilier, au foncier, il y a eu cette enquête parlementaire. D'ailleurs, vous avez été celui-là qui a formé les parlementaires dans le cadre justement de cette enquête sur le foncier. C'est une nécessité aujourd'hui que l'information sur le foncier, sur l'immobilier soit disponibilisée davantage parce qu'on voit un peu toutes ces crises liées justement à ces questions. Oui, je suis parti effectivement du constat qu'il y a un déficit d'information, un déficit de connaissances sur les questions immobilières. Et c'est ce qui m'a poussé, après 20 ans environ de service à la fonction publique en tant qu'inspecteur des impôts, et ayant occupé des postes liés à la gestion foncière et domaniale, à écrire, à penser à sortir ce journal. Et comme on dit souvent, derrière un professeur se cachent des grands étudiants. J'ai eu la chance d'être appelé par l'ENAREF il y a une dizaine d'années pour être enseignant vacataire, justement sur la législation foncière et domaniale. Et plusieurs fois, mes étudiants m'ont dit, monsieur, il faut écrire. Monsieur, il faut écrire un livre parce que. Alors, à défaut d'écrire un livre, je me suis dit, on peut partager autrement l'information foncière, l'information immobilière et le savoir à la population sans forcément écrire un livre académique. Donc, voilà un peu ce qui m'a poussé et j'ai senti que le besoin d'information est là et je pense apporter ma contribution à combler ce déficit.
combler ce déficit justement. On se demande qui devient promoteur immobilier, parce que de plus en plus, c'est un secteur qui attire du monde. Oui, c'est un secteur qui attire du monde et on constate qu'il y a de plus en plus de personnes physiques ou morales, mais la loi a donné les critères pour être promoteur immobilier et les conditions. Mais de façon générale, je peux dire que toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, peut être promoteur immobilier. Maintenant, la question à laquelle nous assistons, c'est que les gens font la confusion dans l'activité de promotion immobilière. Parce que nous assistons de plus en plus à de la promotion foncière qu'à de la promotion immobilière. On aménage un espace, on vend des parcelles, on va construire. Exactement, vous avez trouvé. Or, il y a une différence fondamentale entre la promotion immobilière et la promotion foncière. La promotion foncière, je commencerai plutôt par la promotion immobilière. Qui devient promoteur immobilier? Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, il peut être promoteur immobilier. Mais la promotion immobilière, elle emporte un certain nombre d'activités. C'est l'acquisition du terrain, son aménagement, la construction d'immeubles ou de villas ou de maisons et la vente. Donc, elle impose une construction de maisons, d'habitation ou de commerce avant la vente. La promotion foncière, c'est l'acquisition du terrain, son aménagement et la vente. Dans le cas du Burkina, dans plusieurs cas, nous avons affaire à des promoteurs immobiliers, mais qui, malheureusement, on constate qu'ils font de la promotion foncière. Or, l'activité de promotion foncière, comme vous l'avez, c'est la plus simple. Et c'est ce qui tente les gens à aller vers la promotion foncière. Or, je pense que lorsque l'État a pris la loi sur la promotion immobilière, l'État avait un objectif bien précis, c'est de permettre au plus grand nombre de Burkinabés de bénéficier de logements. Donc, si on revient à la promotion foncière, nous tombons dans le lotissement classique, dans lequel vous avez plusieurs terrains. Voilà. Aux mairies et autres. Exactement. Et vous avez plusieurs terrains qui sont achetés par des personnes qui ne les mettent pas en valeur. Voilà. Et justement, on voit qu'actuellement, même d'ailleurs, au niveau du ministère de l'Habitat, il y a cet appel qui est lancé suite à un reportage que nous avons réalisé justement au niveau du projet ZACA, c'est Tadimondis. Un ultimatum de 1 mois a été donné justement à ceux qui sont détenteurs de terrain de les viabiliser sous peine de retrait. Oui, c'est ça. Je pense qu'il appartient à l'autorité publique d'exercer son devoir et ses prérogatives. Pour le projet ZACA dont vous parlez, tout le monde le sait, c'est depuis plus de 10-15 ans que le projet ZACA est là. Les gens ont acquis les terrains, ils ne respectent pas les cahiers des charges. Et je pense que le ministère a compris qu'il faut bien exercer ses prérogatives. Et j'espère que le ministère va aller jusqu'au bout de ses prérogatives. On va revenir justement sur ce journal. On aura le temps, en d'autres occasions, de revenir en détail sur d'autres aspects, en tout cas, de ce domaine du foncier et de l'immobilier, parce que c'est un sujet assez intéressant quand même. Justement, ce journal, pourquoi on voit OSA et SACO Immobilier, l'intitulé justement, le titre du journal? OSA et SACO Immobilier, comme dit Maître Passeret, si la blanche veut fleurir, qu'elle honore ses racines. En fait, OSA, c'est le nom de mon grand-père, SACO, c'est le nom de ma grand-mère. Et je l'ai fait en mémoire de ses grands-parents, surtout parce que ma grand-mère s'est occupée de moi à l'école primaire. Donc je trouve qu'elle ne se serait pas occupée de moi, peut-être je ne serais pas sur votre plateau aujourd'hui. Donc c'est un hommage à ses grands-parents que j'ai donné le nom de OSA et SACO Immobilier. C'est vrai qu'on pourrait trouver d'autres journaux traitant de ces questions-là sur la place, mais sûrement ce journal-là doit avoir sa spécificité. Oui, j'ai essayé d'amener une touche particulière à ce journal. Sinon, les journaux de l'immobilier, je ne voudrais pas que ce soit un journal de plus. Et cette différence vient du contenu que je vais donner à ce journal. Ce journal comporte, comme tout journal, plusieurs parties, mais il y a 3 parties essentielles. Dans les 3 parties essentielles, j'envisage, dans une première tribune, traiter des sujets d'intérêt général, mais traités par des professionnels. C'est pourquoi dans le premier numéro que nous avons sous la main, nous sommes intéressés au cadastre. Le cadastre qui est une institution, mais qui est aussi un outil et qui est méconnu des gens. Et pourtant, le cadastre a une fonction essentielle. Sa fonction en tant qu'outil de gestion permet à l'État et aux collectivités locales d'avoir les ressources nécessaires
pour pouvoir mener les activités de développement. Parce que le cadastre, par sa vocation essentielle, c'est à vocation fiscale. Et vous avez tout de suite souligné la question des problèmes fonciers. En principe, quand on a un cadastre qui fonctionne et qui est mis en place et qui fonctionne bien, les questions foncières sont en grande partie réglées. Mais on a comme l'impression qu'en matière politique, notamment au niveau des maires, on a du mal à accepter d'aller vers ça, c'est-à-dire avoir un cadastre véritablement, peut-être avec toute l'informatisation possible qui permet de faire de la transparence. On a comme l'impression qu'on a peur de la transparence, justement. Alors, est-ce qu'on a peur de la transparence? Moi, je dirais plutôt que les gens sont sous-informés de la fonction réelle du cadastre. Si les gens sont suffisamment informés de la fonction du cadastre, je pense qu'ils vont être les premiers à vouloir le mettre en place. Vous voyez, il y a deux fonctions essentielles. La fonction fiscale permet l'élargissement de l'assiette fiscale. Parce que le cadastre, pour le définir un peu, c'est l'état civil de la propriété immobilière. C'est-à-dire que vous avez une banque de données dans laquelle, d'un côté, vous avez des personnes et de l'autre côté, des biens immobiliers. Ces personnes sont mises en face à travers un mécanisme juridique qui permet de partir d'une personne pour connaître ses biens et des biens pour connaître le propriétaire. Mais une des activités phares du cadastre, c'est que le cadastre doit faire un recensement de l'ensemble des biens immobiliers sur l'ensemble du territoire, les évaluer en vue de l'imposition sur les questions foncières. Donc, à travers le cadastre, on maîtrise l'assiette foncière. Le deuxième aspect du cadastre, c'est l'amélioration de la gestion foncière. À partir du moment où les biens immobiliers sont recensés, ils sont évalués, ils sont analysés dans un système aujourd'hui performant comme on le connaît, les nouvelles technologies de traitement de l'information, ça permet d'éviter les confusions de propriété, ça permet d'éviter les problèmes de litige de propriété. Donc aujourd'hui, je pense que les gens ne veulent pas aller vers le cadastre. Je pense plutôt que c'est par méconnaissance du cadastre qu'ils ne veulent pas y aller. Bon, maintenant, peut-être, dedans, vous avez peut-être quelques personnes qui ont peur de la transparence immobilière, mais bon... Et c'est d'ailleurs important, hein, dans le cadre aussi de cette lutte contre le terrorisme, de savoir clairement, de mieux maîtriser le cadastre, justement. On l'a vu avec la situation qui est arrivée dans un quartier de Ouagadougou. C'est vrai. Effectivement, le cadastre, une de ses fonctions, une de ses activités phares, c'est le recensement immobilier. Donc, comme vous le dites, si le cadastre fait correctement, il est mis en place et qu'il fait son boulot, c'est que périodiquement, nous savons avec exactitude quelle activité se mène sur tel immeuble, sur tel terrain, et quelle est l'étendue de l'activité qui y est menée. Donc, ça permet de détecter des activités illicites, des activités non maîtrisées par les pouvoirs publics. Donc, comme vous dites, c'est pertinent. On aura deux occasions de revenir effectivement sur ce journal, en tout cas au contenu assez alléchant déjà à travers ce premier numéro. Où est-ce qu'on peut trouver effectivement ce journal? Je vois que le premier numéro, c'est gratuit. Est-ce qu'il en sera ainsi? Voilà, ok. Juste pour terminer un peu sur le contenu, la deuxième partie du contenu, c'est ce qui va intéresser le grand public. Parce que là, je voudrais traiter des sujets pratiques. C'est-à-dire, vous, par exemple, vous voulez acheter un terrain. Quelles sont les précautions minimale à prendre pour éviter d'être escroqué? Très important, parce que l'escroquerie dans ce domaine, justement, on l'a vu tout à l'heure avec le cas au niveau de l'arrondissement 3, c'est conseillé effectivement. Voilà, ok. Quelles précautions élémentaires pour acheter le bien immobilier au juste prix? Voilà, donc il y a une deuxième partie de ce contenu qui va répondre des questions pratiques. Comment je peux obtenir mon permis urbain d'habiter? On va avoir les réponses à travers une série d'informations. Et le troisième, c'est les annonces immobilières, voilà, de vente ou de location de biens. Ça me permet d'aller à votre question, où on trouve ce journal. Comme vous le voyez, le journal à distribution gratuite. Donc en principe, je dirais partout. J'ai mis en place un réseau de distribution. Il va être déposé dans plusieurs services, mais vous pouvez l'avoir au siège du journal, qui est à côté du CIAO, en face de l'ONEA de la ZAD, et vous pouvez l'acquérir en appelant au numéro. Il est gratuit, mais il est financé par les annonceurs. Voilà un peu l'idée. Voilà. Parce que il faut bien quelqu'un pour supporter le coût, et le coût, c'est les annonceurs qui nous permettent de supporter le coût du journal.
Et on espère qu'il y aura plus d'annonceurs pour permettre aux Burkinabés d'avoir l'information foncière et immobilière à portée de main, justement. Oui, merci beaucoup. Ils en ont suffisamment besoin. Nous souhaitons avoir beaucoup d'annonceurs. Ça va permettre de multiplier le nombre de tirages et de l'étendre sur l'ensemble du territoire. En tout cas, BF1 sera toujours là pour discuter des contenus de ce journal-là qui, à mon sens, viendra faire beaucoup de bien au Burkinabé. Ok, merci beaucoup déjà de votre accompagnement. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. C'est moi qui vous remercie et bonne suite. Merci et bon vent à ce journal. Vous restez avec nous pour la suite donc de ce 7 Info. Nous parlons notamment de l'affaire CNSS avec ce rebondissement. Le concours sera repris. Et du coup, les candidats admis sont inquiets. Suivez. Ils avaient été déclarés admis au test de recrutement de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Ils avaient même signé la prise de service. Ces candidats heureux ont mal passé la nuit du jeudi au vendredi 31 août 2018. Dans la soirée du jeudi, ils ont appris l'annulation du test par l'administration de la Caisse. Et les voici dès les premières heures de ce vendredi dans les locaux de l'institution pour exiger des explications. Moi je vais gagner et puis on va après faire ce qu'on va prendre là. C'est finalement aux environs de 10 heures qu'ils sont reçus par les premiers responsables de la maison. Mais les échanges qui ont duré environ 3 heures de temps n'ont pas été fructueux. Nous avons fait face à un mutisme de l'administration de la CNSS. Nous avons demandé quelles sont les motivations réelles de l'annulation de ce concours. Malheureusement, je dis malheureusement parce que une réponse appropriée aurait pu permettre de rectifier et de corriger les choses. Donc malheureusement, l'administration de la CNSS ne nous a pas fourni les motivations réelles de cette suspension. Après les polémiques sur le test de recrutement, l'administration avait ordonné l'arrêt de leur formation, débutée le 9 juillet dernier pour des raisons d'enquête. Ces candidats attendaient donc le rapport de l'enquête, mais ils ont été surpris. Nous nous attendions sagement qu'à l'issue de ces rapports, qu'une suite soit prise de manière éclairée en fonction du contenu du rapport. L'administration de la CNSS nous dit que quand elle a suspendu notre emploi et notre formation, qu'elle était liée par des contraintes temporelles, qu'elle avait un délai de 2 mois pour soit prendre une décision d'annulation ou soit décider de nous rappeler pour que nous puissions continuer notre emploi et notre formation. Donc vous voyez très bien qu'elle avait 2 choix. Soit elle décidait de nous rappeler ou soit elle annulait. Elle a malheureusement décidé d'annuler notre test de recrutement. Ils disent que c'est parce qu'il y avait un risque de nous laisser continuer et après être confrontés à des difficultés avec les corps de contrôle qui sont en train de faire des enquêtes. Cette annulation est aux yeux de ces hommes et femmes un licenciement et une dictature syndicale. C'est une forfaiture, c'est une force qu'on nous a faite. Voilà. Nous considérons qu'on nous a embarqués dans un film à 3 épisodes. On nous dit, il y a un concours, venez participer. On participe, on nous déclare définitivement admis. Et 2e épisode, on nous dit, votre emploi et votre formation sont suspendus. 3e épisode, on nous dit, votre test est annulé. Ce film ne s'arrêtera peut-être pas à ces 3 épisodes. Parce que nous n'allons jamais avaler cette pilule. C'est une pilule amère que nous n'allons jamais avaler. Nous sommes plus que déterminés et vous serez servis dans les jours à venir. On sera servi dans les jours à venir. Pour en parler justement, Aboubakari Siri, attaché des affaires juridiques, porte-parole des candidats admis au test de recrutement de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. Alors, on imagine que là, c'est un coup dur, un vrai coup de massue pour vous qui avez été admis à ce texte. Oui, c'est effectivement un vrai coup de massue parce que nous n'avons pas sincèrement vu cette décision venir. C'est une décision qui nous met devant les faits accomplis. Voilà. Déjà avec la décision de suspension,
nous avions eu l'occasion de le dire. Nous avions approché l'administration de la CNSS pour déjà chercher à comprendre quelles étaient les raisons qui avaient sous-tendu cette décision de suspension de notre emploi et de notre formation. Nous n'avons eu droit à aucune explication. Il y avait des enquêtes en cours. Oui, il y a des enquêtes en cours, mais nous n'avions pas reçu ces informations-là de façon officielle. Il se faisait dire dans la ville que c'est parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été diligentées par le parquet et par l'inspection générale du ministère de la fonction publique et également par l'ASE. Mais nous considérions tout cela comme relevant de l'ordre des rumeurs. Et donc vous comprendrez que nous avions besoin effectivement que l'administration de la CNSS communique sur ce sujet. Est-ce que vous comprenez effectivement la démarche au niveau de l'administration qui est effectivement de suspendre d'abord, puis les enquêtes et à la fin qui ont conclu effectivement qu'il y avait des problèmes dans le cadre de ce recrutement et alors on a décidé de l'annuler. C'est aussi cela. Est-ce que vous comprenez cette décision justement parce que ça relève aussi de la logique à partir du moment où on constate qu'il y a eu pas mal de problèmes dans le cadre donc, de ce recrutement. C'est aussi normal qu'on puisse suspendre ou à la limite effectivement annuler ce recrutement parce qu'il y avait aussi d'autres candidats qui ont passé ce test, qui n'ont pas été admis et qui se sont dit peut-être c'est à cause de cette situation qu'on n'a pas été retenu. Ok, justement c'est à ce niveau que le problème se trouve, M. Guébré. Voilà des gens qu'on a appelés pour venir participer à un concours. Ils ont participé, on les a déclarés définitivement admis. Et des candidats dits malheureux se sont levés pour protester. Tout simplement parce que le syndicat aurait dit qu'il y a eu des fraudes. Mais nous disons, à partir du moment où le syndicat n'a pas dit qu'il doutait de la crédibilité du processus, le syndicat devait apporter lui-même les preuves. Parce que quand vous dites qu'il y a eu une fraude, ils ne disent pas qu'ils doutent. Ils disent qu'il y a eu fraude. Les premiers qualificatifs qui ont été utilisés depuis le début de cette affaire, c'était qu'il y avait eu un concours frauduleux. Et quand on donne ce genre de qualificatifs, on se doit d'apporter soi-même les preuves. Monsieur Guébré, rassurez-vous, ce qui s'est passé, c'est que les syndicats, les candidats malheureux, ils ont embarqué un certain nombre d'institutions de la République dans une voie dont eux seuls maîtrisent l'issue. Parce que c'est comme si je vous disais, M. Guébré, que vous avez, excusez-moi du terme, volé mon engin. Je vous dis, vous avez volé mon engin et je pars chercher M. Sarré pour qu'il parte chercher les preuves de l'accusation que moi je porte sur vous. Vous dites qu'il y a eu des fraudes à un concours. Et vous partez saisir des institutions pour qu'ils partent chercher les preuves des accusations que vous portez sur un certain nombre d'individus. Nous disons non, ce n'est pas la bonne démarche. Ils ont fait des accusations, on a ouvert des enquêtes et après, à partir du 25 juillet, l'administration de la CNSS a suspendu notre emploi et notre formation. Une décision que nous n'avons pas comprise. Mais nous avons accepté ça. Il y a eu effectivement ces enquêtes qui ont produit des résultats. Et donc la conséquence, c'est l'annulation de ce recrutement. Non, les enquêtes sont en cours. Le rapport de l'enquête n'a pas été déposé. Le rapport de l'enquête n'a pas été déposé. Comme je l'ai dit dans l'élément, à partir du moment où le rapport d'enquête n'a pas été déposé, nous attendions qu'on maintienne la situation en l'état et attendre le rapport d'enquête et prendre une décision qui soit des plus avisés en fonction du contenu du rapport d'enquête. La direction peut-être est sûrement au courant de ce qui se trame dans le cadre de cette enquête. Ils ont peut-être déjà les résultats, ils savent et connaissent la réalité des choses. Bon, nous ne sommes pas dans les secrets vraiment de l'administration, nous ne savons pas ce qu'il en est exactement. Alors pour vous, il s'agit là d'une dictature syndicale, vous dites, pourquoi forcément vous pointez un doigt accusateur sur le syndicat? Oui, nous parlons de ce que nous voyons. Parce que depuis le début de cette affaire,
c'est le syndicat qui a demandé effectivement l'annulation. C'est le syndicat qui n'a cessé de mettre la pression sur l'administration pour qu'elle annule le concours. Et à partir du moment où nous avons approché l'administration et que nous n'avons pas eu d'explication appropriée, comme je l'ai dit, nous sommes en droit de penser effectivement que c'est la pression du syndicat qui a conduit à l'annulation du concours. Sur la base peut-être effectivement de choses fondées? Non. Quand on vous parle de ces rapports, de ces cadres ou certains agents de la CNSS qui auraient leurs frères, leurs femmes, etc., admis à ce concours. Non, à ce niveau, je pense qu'il faut faire la part des choses. Dans ce cas d'espèce, M. Guébré, nous défendons des principes. Nous défendons des principes. Et quand il y a une situation de ce genre, nous pensons qu'il faut revenir à des fondamentaux, il faut dépassionner le débat et analyser la situation de façon objective. Moi, je me laisse difficilement convaincre qu'il y a un texte de loi qui dit que ceux qui ont des parents, par exemple à la CNSS, n'ont pas le droit de participer à un concours. S'il y a un seul texte de loi qui le dit, qu'on nous l'amène. C'est un droit. Maintenant, est-ce qu'il y a eu du favoritisme? C'est là toute la question. J'en viens. Maintenant, les proches de ces agents de la CNSS ont participé au concours. Ils étaient sur les lieux du tirage. Depuis le tirage qui a été organisé par l'ANPE, ils étaient là. Ils ont tiré parce qu'on voit les visages, on se connaît. Ils ont tiré comme tout le monde. Ils ont participé au processus, à l'écrit. On était là. Et après, ils ont publié, l'administration de la CNSS a publié des résultats. Nous, on s'en tient à ça. Ce qui s'est passé dans les couloirs de la CNSS, nous n'en savons absolument rien. Mais nous disons simplement... La question, c'est qu'aujourd'hui, on annule le test de recrutement. Est-ce qu'on veut dire que tout le monde est fautif? Peut-être qu'il y a des choses fondées, mais on imagine que tous les candidats n'ont pas forcément des parents à la CNSS aussi. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il faut... Cette situation, on doit la gérer avec beaucoup de discernement, surtout. Parce qu'il y a des gens, tout naturellement, comme vous l'avez souligné, qui n'ont aucun lien avec les agents de la CNSS. Et même ceux qui ont un lien avec les agents de la CNSS, il faudrait que les personnes qui les accusent apportent les preuves que sur dans le processus, oui, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Oui, justement. Or, depuis le début de cette affaire, vous l'aurez remarqué, ceux qui accusent ne parlent que d'indices. Depuis le 2 juillet, M. Guébré, jusqu'à nos jours, ils ne parlent que d'indices. Indices. Pas de preuves concrètes de fraude? Non. Mais alors que la logique voudrait que les indices qu'ils ont puissent évoluer en des preuves. Nous ne marchons pas avec des indices. D'accord. Alors, c'est une situation quand même difficile, on imagine, pour vous. Aujourd'hui, vous dites, vous considérez comme des agents de la CNSS? Oui. Qui ont été licenciés? Oui. Cette question renvoie en fait à... Ça nous amène à analyser la portée de la prise de service. Nous avons dit que dès l'instant que nous avons signé la prise de service, nous étions des agents de la CNSS. Et ça, nous sommes fermes là-dessus. Nous étions des agents de la CNSS. Il s'est fait entendre que nous n'avions pas totalement la qualité d'agent de la CNSS dans la mesure où notre engagement était suspendu à l'accomplissement de toute la période d'essai. Donc pour les cadres, c'est 3 mois renouvelables une fois. Mais je dis que à partir du moment aussi où la période d'essai ne se présume pas, le Code du travail est clair sur cette question. Vous lisez l'article 41 alinéa 2 du Code du travail. Le Code du travail est clair. Le contrat à l'essai ne se présume pas. Il se constate obligatoirement par écrit. Et tout contrat d'essai qui n'est pas constaté par écrit est réputé être un contrat à durée indéterminée. C'est pourquoi nous disons que dès lors
où ils n'ont pas constaté notre période d'essai par un contrat décrit, nous étions des agents de la CNSS. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous n'avons pas compris la décision de suspension. Parce que la prise de service est un acte ponctuel. Elle ne se suspend pas. Elle ne se suspend pas. D'accord. Alors, donc, on est rentré là dans un autre débat. Hein. C'est un autre front qui s'ouvre, c'est-à-dire un front juridique, j'imagine, qui n'est pas... Ici, on l'imagine justement, mais je veux savoir quelle est la situation de ces admis à ce test-là aujourd'hui. On imagine que certains avaient peut-être d'autres emplois qu'ils ont dû quitter pour se retrouver là. Oui. Nous avons expliqué cette situation dramatique. Permettez-moi d'utiliser ce terme. C'est une situation extrêmement chaotique que cette décision d'annulation a créée. C'est une décision qui crée le malheur, M. Guébré. Parce qu'il y avait des gens qui étaient liés par des contrats à durée indéterminée avec des entreprises. À la faveur de ces tests, parce qu'ils sont admis, ils ont dû rompre leur contrat. Ils ont leur lettre de cessation de service pour le prouver au besoin. Il y a des gens qui étaient liés par des contrats à durée déterminée. Il y en a d'autres qui, bien qu'ils n'étant pas liés par des contrats avec une entreprise, n'ont pas trouvé opportun, nécessaire, en tout cas, de postuler, par exemple, au concours de la fonction publique. Et enfin, il y a certains de nos collègues qui ont déposé les concours, mais qui ne sont pas allés composer. Telle que la situation s'est passée, c'est comme si la CNSS était allée déboucher des gens chez des employeurs et après revenir les remettre au chômage. Tout simplement parce que la situation, les gens l'ont beaucoup passionné, j'insiste là-dessus, avec des allégations que nous considérons comme mensongères. Parce que rien qu'au début de cette semaine, il y a un journal de la place que je ne voudrais pas nommer sur ces plateaux, qui a publié une liste de 32 candidats qu'il considère déjà comme des fraudeurs sur le seul fondement qu'ils ont des liens avec les agents de la CNSS. Ce journal est là. Mais quand on lit le journal, on se rend compte qu'ils ont attribué même souvent des faux maris à certaines de nos collègues. Oui, on vous dit que votre mari c'est tel monsieur qui aurait accosté tel autre monsieur de la CNSS et qui vous aurait pistonné. Pistonné, s'il vous plaît. Donc on vous dit que vous êtes fraudeur. Alors que le mari qu'on vous attribue, ce n'est pas votre mari. Vous ne vous connaissez pas. Il y a des gens, on a établi un lien entre ces gens-là et puis certains agents de la CNSS, alors que ces liens n'existent pas. Et je vous informe qu'il s'est fait entendre aussi que même le petit frère du président de l'Assemblée nationale est avec nous. Mais c'est dû au fait qu'il y a un parmi nous qui s'appelle Sakandé Abdal-Latif. Tout simplement. Oui, ils estiment que c'est le petit frère du président de l'Assemblée nationale. Allez-y comprendre. D'accord. Alors qu'il n'en est absolument rien. On imagine la situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, hein, pas facile. Alors, quelle est la suite effectivement de cette affaire? Que comptez donner à cette affaire? Est-ce que vous allez saisir votre avocat pour mener effectivement, comme je l'ai dit, la lutte sur le front juridique, ou alors quel est l'appel que vous lancez aujourd'hui à l'administration de la CNSS par rapport à... Justement, actuellement, je pense que nous avons le dos au mur. Nous avons le dos au mur, nous sommes obligés de réagir. Si vous avez remarqué, pour expliquer un peu rapidement, dès le début de cette affaire, nous avons gardé le silence. Parce que nous nous considérions comme des agents de la CNSS, comme je l'ai dit tantôt. Et en tant qu'agents de la CNSS, nous avons dit que notre comportement, nous devons donner une certaine hauteur à notre comportement. Notre comportement doit avoir une certaine dimension. Et cette dimension, c'est celle de la responsabilité et de la respectabilité. Nous avons tout fait pour avoir un comportement digne d'un loyal et digne Burkinabé. Donc nous n'avons pas voulu poser des actes qui allaient écorner l'image de l'institution. Nous avons été très éthiques et suffisamment déontologiques.
jusqu'à l'intervention de la décision d'annulation. Donc à partir de cette décision d'annulation, c'est comme si l'administration de la CNSS nous disait que nous ne sommes plus ses agents. Et donc nous sommes en droit de sortir de notre silence et de réclamer qu'on retire la décision d'annulation et qu'on nous rétablisse dans nos droits. C'est l'une des doléances que nous avons faites le jour de la rencontre, le vendredi, avec la délégation qu'on a rencontrée. Donc nous demandons... Qu'est-ce qu'on vous dit en face? Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on est disposé effectivement à aller dans ce sens ou bien on est catégorique sur la décision? Moi, je pense que comme c'est juste une petite délégation que nous avions rencontrée, je ne pense pas que cette délégation ait plein pouvoir pour nous dire si oui ou non la CNSS va nous reprendre. Toujours est-il que c'est une doléance que nous avons faite et nous attendons de voir. Si la CNSS ne nous rappelle pas, je pense qu'elle aura créé elle-même un feuilleton judiciaire qui va beaucoup vous édifier par la suite. En tout cas, on attend de voir donc la suite de cette affaire. Merci Aboubakari Siri, attaché des affaires juridiques, porte-parole des candidats admis au test de recrutement de la CNSS. Merci d'être passé dans le 7info. On aura d'autres occasions de parler encore donc de cette affaire. Merci beaucoup, M. Oubé. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 7info. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur la chaîne au cœur de nos défis. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir. De nous rappeler pour que nous puissions continuer notre emploi et notre formation. Donc vous voyez très bien.